Bonjour à vous et bienvenue encore sur Congo Design Art TV pour ce numéro autour de conception textile dans sa deuxième version qui est dédiée aux designers et aux gens du stylisme, aux amoureux du stylisme et du design textile. Merci encore une fois de rester connecté sur Congo Design Art TV. Alors nous continuons pour la précédente vidéo. Nous étions arrêtés sur le design textile et nous avons vu que le travail du designer textile était répandu sur plusieurs domaines, entre autres celui de l'habillement, mais aussi de l'ameublement, du prêt-à-porter, de la haute couture et de la décoration intérieure. Alors, à titre de rappel, on a dit que la discipline consistait à créer des tissus et des matières au niveau de la texture et des couleurs. Traiter les couleurs et afin que ces matières soient premièrement utilisées dans le prêt-à-porter et la haute couture. Alors, nous sommes maintenant en train de parler de des notions importantes du design textile qui sont classifiées en catégories. Alors, il existe trois orientations principales en design textile qui sont des orientations autour premièrement du design textile matière, deuxièmement le design textile la surface et troisièmement autour du volume ou de la forme. Nous avons la matière, la surface et la forme ou le volume. Ce sont des éléments importants du design textile qui exigent une attention particulière. Et à ce titre, si on doit parler de design textile en termes de matière, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a le travail autour de la matière. La matière, c'est évidemment comment le fil ou les éléments entrelacés permettent de créer une surface qui a des particularités essentielles. Donc, au niveau du design textile surface, vous regardez bien la surface de la matière. Et là, on peut avoir un travail autour de l'impression. La surface, c'est également tous les dessins que nous avons pour les motifs. Ces dessins qui sont exécutés sur une surface plane, mais qui permettent de modifier la surface par rapport à la lisibilité et le côté visuel. Donc une surface peut être sombre, peut être brillante, peut être mate, peut être dorée, peut être argentée, ou peut être vraiment en deux différences de tons. Et on peut avoir des surfaces qui utilisent à la fois des fils brillants, mais aussi des fils qui sont non brillants. Et ça change particulièrement. Après la surface, nous avons la forme. Donc dans la forme, nous avons le vêtement, mais nous avons également l'accessoire. Les accessoires de mode qui sont des formes assez importantes au niveau de la mode. Et nous continuons donc avec notre prochain terme qui est designer. Alors, on vous demandera souvent c'est quoi un designer. Alors l'explication la plus simple se trouve, c'est celui qui cherche à imprégner un rôle et la beauté à la chose soumise à la population. Donc c'est celui qui essaye de prégner une fonction, un rôle, donc une utilité, et aussi des critères esthétiques à la chose soumise à la population ou d'une situation pour remédier à une exigence sur les terrains. Autre définition, c'est une personne qui conçoit un produit en harmonisant les critères esthétiques et fonctionnels. Il est ainsi l'interface entre les services commerciaux et qui détermine les besoins du client. Il y a deux éléments essentiels, c'est les critères esthétiques et de l'autre côté, les critères fonctionnels. Donc les critères esthétiques, c'est la beauté, la forme, l'aspect extérieur. Les critères fonctionnels, c'est l'utilité. Donc vous pouvez remarquer que dans la vie courante dans laquelle nous sommes, tous les objets que nous utilisons, ils ont à avoir un caractère esthétique, mais aussi un caractère fonctionnel. Et donc c'est très très important de pouvoir allier les deux. Alors la personne qui fait ses études, qui étudie quel type de forme et aussi quel type de fonction, s'appelle un designer. Donc il convient de dire qu'un designer, c'est pas un menuisier.
c'est pas la même chose. Et qu'on peut être très très bon dans le caractère d'assemblage, mais ne pas être designer. Alors, passons à autre chose. Nous sommes toujours du côté du designer, mais il faut savoir que le designer, lui, il peut aller dans plusieurs domaines. On a des designers qui ont la capacité de travailler sur plusieurs domaines. Et il y en a d'autres qui ont la simple capacité de rester dans un ou deux domaines. Alors, un designer peut impliquer dans le domaine de l'image. Quand vous voyez l'image, vous voyez la photographie, mais vous voyez également le caractère graphique. Dans l'image, il y a l'identité visuelle, il y a le packaging. Le packaging, c'est l'emballage. Il y a le web design, donc les sites internet. Il y a les éléments graphiques. Donc, dès que vous entendez le mot graphique, vous voyez directement dessin. Donc, il y a des designers qui ont la capacité, à travers leur notion de dessin et leur capacité d'utiliser l'outil informatique, de produire des choses pour différents types de domaines. Après l'image, nous avons l'objet. Et bien, l'objet, c'est très clair, c'est les objets qui nous entourent. Et là, on voit le mobilier, on voit les produits électroniques, mais on voit également les véhicules, on voit les objets, les outils ménagers, on voit même les outils que l'on utilise dans la vie courante. La houe, la bêche, pourquoi la bêche a telle forme, pourquoi la houe a telle forme, pourquoi le couteau a telle forme. Mais après, vous regarderez dans les couteaux, vous pouvez être étonné de trouver des formes de couteaux absolument impressionnantes. Et donc tout le travail de la forme et aussi de la fonction, c'est le designer. Après, nous avons l'espace, troisième domaine. Dans l'espace, vous avez le design d'espace, vous avez les centres commerciaux, vous avez les designs d'événements, vous avez le design des bureaux. Donc, regardez essentiellement les bureaux, les espaces de travail, les supermarchés. Regardez les gens qui conçoivent ce type d'aménagement et qui décident des lumières ou de la manière, ce sont des designers. Après, vous avez le service. Donc, dans le service, nous avons le côté, ce qu'on appelle expérience utilisateur. User experience, ça c'est en anglais. Les expériences utilisateurs, c'est comment le service fonctionne. Par exemple, quand vous avez l'architecture de M-Pesa, l'architecture de tous les éléments qui utilisent la monnaie électronique, comment ça va fonctionner, c'est aussi pensé par des designers. Donc l'interface, comment le tableau va se présenter. Et ça, vous pouvez aussi voir ça dans les applications qui sont téléchargées. Toutes les applications que nous utilisons aujourd'hui, ils sont pensés par des gens. Et après, nous avons la mode. La mode, lui, qui était aussi un élément particulier. La mode, c'est un élément à part entière qui vraiment a beaucoup d'exigences. Alors, dans la mode, nous avons le textile, le vêtement, les accessoires. Et donc le textile, qui reste un élément clé, parce que sans textile, il n'y a pas de mode. C'est le tissu et la matière qui déterminent, qui fait le travail, qui constitue l'élément de travail le plus important. Après, il y a les outils. Mais s'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'outils, vous pouvez avoir le cerveau le plus extraordinaire, mais vous n'allez pas le manifester. Et donc après, nous allons sur le champ du stylisme, avec déjà deux définitions qui sont là. Et nous allons ajouter celle qui manque. Alors, le stylisme est défini comme l'ensemble des connaissances relatives à la création des formes nouvelles. Ok, on dit formes nouvelles dans le domaine de l'habillement, de l'ameublement et de l'architecture. Donc, le mot stylisme en soi, c'est pas seulement la mode, c'est plusieurs domaines. Mais après, quand on dit styliste, là, on est clair que un styliste, c'est exclusif, c'est un mot qui est très très utilisé dans la mode. Deuxième définition, le stylisme est un métier du domaine de la mode, consistant à imaginer, à dessiner des modèles destinés à la haute couture
et au prêt-à-porter. Donc on imagine et on dessine des modèles pour la haute couture et le prêt-à-porter. On dit que celui qui imagine et dessine les modèles, c'est un styliste. Troisième, le styliste est un métier créatif. Il peut se faire avec des outils de dessin traditionnels, c'est-à-dire à la main, on est en train de dessiner à la main, on découpe à la main et on travaille, ou avec des outils informatiques. Il y a des gens qui ne dessinent pas à la main, qui dessinent directement à l'ordinateur et tous les tracés, tous les découpes et tout le montage se fait assisté par ordinateur. Ce sont des choix. Donc on a des stylistes comme ça qui œuvrent dans les entreprises, qui travaillent avec les outils informatiques. Voilà pour le stylisme. Donc après, il reste encore à parler du stylisme et nous continuons avec ce fait autour de cette image. Alors, nous avons trois silhouettes. Ces trois silhouettes, mais qui ont des modèles différents. C'est aussi la particularité du travail de styliste, c'est d'imaginer une succession de modèles, mais qui seraient faits par saison, qui seraient proposés à un public selon les besoins. Si vous regardez bien ces modèles, vous verrez qu'il y a des annotations à côté, autour du tissu, autour de tissu et autour de tout ce qui peut concerner les éléments essentiels. Et donc, de ce point de vue, le côté du styliste, ça reste un côté assez vraiment très élaboratif et qui permet de comprendre un peu que le métier de la mode, c'est un métier très exigeant en termes de créativité. Alors, passons à notre mot, qui c'est le style. Le style, c'est quoi exactement le style? On commence par là. Le style, c'est un terme émanant du latin qui voulait autrefois dire poinçon pour écrire. Et de nos jours, le style, c'est la manière originale de s'exprimer ou encore l'ensemble des traits caractéristiques. D'accord? C'est l'ensemble des traits caractéristiques des œuvres propres à un artiste. Il s'emploie pour toutes les formes d'art. Il désigne la manière dont on travaille à une époque ou une personne donnée. Le style, c'est une manière particulière d'écrire, une manière d'écrire sa pensée. C'est une forme de langage propre à une activité. On dit style administratif. C'est une manière d'exécuter propre à un artiste. On dit par exemple le style de telle époque. Et c'est une façon personnelle de se comporter ou d'exécuter un mouvement. Par exemple, il y a des gens, quand ils préparent, il y a des gestes spécifiques qu'ils exécutent. Et donc on dit le style de telle ou telle personne, c'est ça. Donc en dehors de l'habillement, le style, c'est un mot qui est utilisé dans plusieurs domaines. Après, nous avons également notre contribution. Le style, on peut le trouver dans la mode, on peut le trouver dans l'architecture, on peut le trouver dans la photographie, on peut le trouver dans le sport, on peut le trouver dans plusieurs autres domaines comme l'ameublement, on peut le trouver également dans l'art, donc le style d'art. Le style de peinture, le style d'architecture, le style de vêtements, le style de course, le style de maison, le style de décoration, le style, voilà. Donc le mot style, il est commun à beaucoup d'autres domaines. Après, nous avons dans le style répercuté tous ces quatre domaines, mais on trouve également une liste des différents styles dans la mode. On peut aller en profondeur, mais ça exigerait une autre vidéo. Alors ceux qui voudront bien que la vidéo soit faite, nous écrirons en commentaire leurs besoins et puis nous essaierons d'y travailler. Donc de ce point de vue-là, vous avez différents styles. Vous avez le style classique, vous avez le style classique revisité, vous avez le style business, les hommes d'affaires ils ont leur style. Vous avez le style décontracté, vous avez le style sportif, vous avez le style sport chic,
c'est différent. Vous avez le style athléisure, vous avez le style dandy, vous avez le BCBG, vous avez le style parisien, vous avez le marin, le bohème, le hippie chic, vous avez le style ethnique. Vous avez le sportwear, le rock, le punk, le grunge, Et donc voilà, imaginez autant de styles qui ont tous leurs caractéristiques. Donc en tant que styliste, vous avez l'obligation de connaître les différents types de styles, mais aussi quand vous jouez à vous proposer des modèles à des gens, c'est parce que vous avez une connaissance assez approfondie de ces styles. On continue avec le styliste. Alors, c'est qui ce styliste, hein? Le styliste, c'est une personne pour qui le métier consiste à concevoir des formes nouvelles dans le domaine de l'habillement, de l'ameublement, mais aussi de l'automobile. C'est donc un designer. Et on dit souvent fashion designer, designer de mode, parce que le mot designer n'est pas simple. On dit designer de mobilier, on vous demandera toujours de quel domaine. Non, je suis fashion designer. Non, je suis textile designer. Ça, c'est ce que vous préciserez. Donc, le styliste est aussi appelé fashion designer en anglais. Ça veut dire designer de mode. Alors ne soyez pas aussi impressionnés parce qu'il y a des termes. On dit I am a stylist, I'm a fashion designer, I'm a designer from fashion. C'est en anglais, mais la fonction reste la même. Et ça veut dire la même chose. Et donc le styliste est une personne pour qui le métier consiste à concevoir ses formes. Et c'est un designer. Et en gros, il travaille dans la mode. Et nous allons vite passer au dernier terme, qui est l'un des termes qui laisse un peu de confusion, mais c'est aussi important de le savoir, le créateur de mode. Alors notre première question, c'est clair, un créateur de mode et un styliste. Peut-on parler d'une différence? Eh bien, peut-on en parler? Moi, je souhaite qu'on essaie d'en parler en 2 points. Le premier point, d'abord et avant tout, le créateur de mode à la manière occidentale, c'est-à-dire la manière dont l'Europe ou les États-Unis, une manière assez importante. C'est une manière qui est décrite comme étant le créateur de mode a une notoriété et une image qui dépasse le simple cadre des produits. Donc, pour le créateur de mode, le mot image, la notoriété est déjà un élément important. Or, un styliste, oui, un styliste peut très très bien travailler, il peut faire, mais il n'a pas la même capacité de notoriété qu'un créateur de mode. Là, on voit déjà les 2 points. Donc, le créateur de mode, c'est un statut et une dimension. Il y a le côté statut, donc la personne a déjà atteint un statut, mais c'est aussi un problème de dimension. Sa dimension est devenue, l'échelle de sa dimension a dépassé le simple quartier, le simple pays, c'est aller au-delà. Et donc, il a appris à se forger une image qu'il a transmise auprès du public. Et ça, c'est important. Le deuxième point, c'est le styliste, il dessine des modèles et il suit la réalisation. Mais un créateur de mode, il a dépassé le niveau de simplement dessiner de modèles. Un créateur de mode, il dessine un univers. Cet univers-là, c'est l'univers-là qui fait rêver, auquel on a envie d'appartenir. Et ça, c'est... Le créateur de mode, il ne fait plus le boulot du styliste. Simplement suivre les modèles. Non, il a des gens, il a toute une équipe qui essaie de transcrire l'idée que lui a donnée. Et je vous assure que de ce point de vue-là, le travail étant donc il y a un chemin pour arriver à ce stade-là, et c'est ce que les Occidentaux essaient de raconter avec l'histoire des saisons et des marques. Mais il y a des créateurs de mode un peu partout, en Afrique, en Amérique, en Asie, mais tous n'ont pas la même dimension. Et c'est là où les choses deviennent un peu plus différentes. Alors, très souvent, le créateur de mode est rattaché à la haute couture et aux grandes marques.
Ça, il faudrait préciser, parce que la haute couture, c'est l'un des éléments qui a emmené le nom de créateur de mode. Et la haute couture, on va en parler un peu plus tard. Et les grandes marques de mode, ce sont eux qui ont défini des statuts qui permettent de reconnaître ces gens-là. Alors, pour continuer avec vous, on vous propose un petit aperçu sur la haute couture. Je sais qu'il y a des gens qui aiment écrire haute couture sur leurs enseignes. Maison d'Aimé, haute couture. Bienvenue chez Jean-Marie, haute couture. Mais il faut savoir ce que c'est. Et le plus grand péché des gens qui sont dans la mode, c'est des gens qui peuvent ignorer c'est quoi la haute couture et qui peuvent utiliser ce terme comme bon le semble. Je ne suis pas pour ça. Et je suis pour qu'on défende ce que l'on sait faire et qu'on n'aille pas s'approprier des termes dont la substance, dont le contenu exige encore beaucoup plus de travail. Et si on n'est pas à ce niveau-là, en tout cas, je vous propose ce contenu sur la haute couture et merci à vous de rester sur Congo Design Art TV. La haute couture est une spécificité française. Ça n'existe qu'à Paris. La haute couture, ce sont des vêtements fabriqués sur mesure, contrairement au prêt-à-porter avec des vêtements fabriqués en série, des vêtements prêts à être portés. Les défilés de haute couture se déroulent 2 fois par an dans la capitale, en janvier pour les défilés printemps-été et en juillet pour les défilés automne-hiver. Pour pouvoir défiler, il y a des conditions très précises définies dans un décret qui date de 1945. Pour être une maison de haute couture, il faut donc faire du sur mesure, réalisé à la main avec un minimum de 20 employés dans les ateliers de la marque. Il faut créer au moins 25 modèles par saison et pouvoir assurer 2 défilés par an. Pour entrer dans ce club très fermé, il faut être parrainé et une commission couture s'est réunie chaque année au ministère de l'Industrie pour trancher. Tout cela est très strict. Résultat, les membres permanents oscillent entre 10 et 15. Vous avez les incontournables, Dior, Chanel, Gaultier ou encore Margiela. Après, pour ouvrir un peu la haute couture, le ministère de l'Industrie a accepté dans les défilés ce qu'on appelle des membres correspondants venus de l'étranger, Versace, Armani, Valentino ou encore Victor et Rolf. Et puis, il y a aussi chaque année des membres invités, mais qui n'ont pas le droit d'être estampillés haute couture. Alors, combien coûtent les pièces de haute couture? C'est très variable, mais la fourchette qui est souvent donnée, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Car on l'a vu, tout est fabriqué par des petites mains, des personnes très qualifiées, et puis ce sont des pièces uniques. De plus, les maisons de haute couture sont approvisionnées en perles, en broderies ou en plumes par des ateliers artisanaux où travaillent là aussi des dizaines de petites mains. Sans surprise, les clientes de la haute couture sont rares, quelques centaines dans le monde, et leur identité est top secret, les marques ne disent rien. Cette activité n'est pas rentable si on se fie aux robes qui coûtent très cher à fabriquer. Mais en fait, les défilés de haute couture ont un tel retentissement dans la presse et dans les médias en général qu'ils correspondent à des milliers de pages de pubs gratuites dans les magazines. La notoriété et le lustre de ces maisons de haute couture permettent de vendre leur gamme de prêt-à-porter, beaucoup plus rentable, à une clientèle plus large, sans compter les accessoires, chaussures, maroquinerie et surtout les parfums. Jean-Paul Gaultier a arrêté le prêt-à-porter qui rapporte et a décidé de se dédier uniquement à la haute couture qui, on l'a vu, est très coûteuse. Une décision étonnante. En général, c'est l'inverse qui se passe. Mais attention, Gaultier conserve une activité très rentable, ses parfums.